Mes parents ont oublié de raccrocher l'appel avec moi, et je les ai entendus dire à ma sœur, vivre avec elle est un cauchemar, mais on reste seulement pour son argent. Ma sœur a éclaté de rire juste après. Je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans, et ma vie a basculé un mardi soir, dans le silence assourdissant de ma propre maison. L'écran de mon ordinateur portable était noir, le reflet de mon visage fatigué me fixait. L'appel vidéo avec mes parents venait de se terminer. Une conversation banale, remplie de sourires et de nouvelles sur mon dernier projet réussi au travail, un succès qui, je l'espérais naïvement, les rendrait fiers. Mais ils n'avaient pas raccroché. Le son grésillait encore, un léger souffle numérique. Et puis, leurs vraies voix ont éclaté, crues, sans le filtre de l'affection forcée. C'était mon père, Hervé, qui parlait à ma sœur, Coralie, qui avait dû les rejoindre hors champ. Un soupir lourd, las. Puis les mots, froids comme l'acier d'un scalpel, vivre avec elle est un cauchemar, mais on reste seulement pour son argent. Un cauchemar. Le mot a ricoché contre les murs de mon crâne, effaçant le son de ma propre respiration. Avant même que je puisse assimiler le choc, le rire de Coralie a fusé. Un rire aigu, moqueur, perçant, un rire qui ne contenait pas de joie, seulement du mépris et une triomphe cruelle. Un rire qui disait qu'elle savait, qu'elle avait toujours su, et qu'elle s'en délectait. Ma main s'est crispée sur la souris si fort que mes jointures sont devenues blanches, douloureuses. Mon cœur battait la chamade, non pas comme un cœur amoureux, mais comme un oiseau pris au piège, un tambour affolé dans ma poitrine, menaçant de se briser contre mes côtes. La pièce a tourné, les contours de mon bureau se sont estompés, mon estomac s'est noué en une boule de glace et de feu. Pourtant, aucune larme n'est venue. Je suis restée là, assise, paralysée, le corps vidé de sa substance. Chaque syllabe s'est gravée en moi, non pas sur ma peau, mais directement sur mon âme, comme ciselée dans la pierre. Ils me croyaient partie, déconnectée, ignorante de leur petit aparté sordide. En réalité, j'étais aux premières loges de leur trahison, en direct. Mes parents. Les personnes en qui j'avais une confiance absolue, aveugle. Les piliers de mon monde. Ils ne me voyaient pas comme leur fille. J'étais un compte en banque. Un portefeuille sur pattes. Une assurance vie ambulante. Un moyen de maintenir un certain style de vie qu'ils n'avaient ni les moyens ni le courage de s'offrir eux-mêmes. Le rire de ma sœur résonnait en boucle dans ma tête, chaque note une insulte, chaque son confirmant à quel point je comptais peu, à quel point ma valeur à leurs yeux était purement transactionnelle. Le silence qui a suivi leur conversation n'était pas vide. Il était lourd, épais, rempli de toutes les années où j'avais travaillé sans relâche, non seulement pour moi, mais surtout, je le réalisais maintenant, pour eux. J'ai acheté cette grande maison dans la banlieue de Lyon il y a 3 ans. Une belle maison avec un jardin, assez grande pour nous tous, pour qu'il n'ait plus à s'inquiéter de rien. Après le décès de mon grand-père, son héritage m'avait donné les moyens de leur offrir cette vie confortable. Pépé, qui m'adorait, qui m'avait toujours dit de faire attention aux profiteurs. Quelle ironie amère. J'ai payé l'hypothèque, les factures, les courses, même les folies dépensières de ma mère, Brigitte. Ils avaient emménagé, plein de gratitude feinte, les larmes aux yeux en me qualifiant de « sauveuse ». Mon père avait pris une retraite anticipée, passant ses journées à lire et à jardiner. Ma mère, femme au foyer, pouvait enfin s'offrir les vêtements et les sorties dont elle avait toujours rêvé. Et Coralie, ma sœur aînée de 3 ans, s'était appuyée sur moi depuis que sa carrière de « coach de vie » n'avait jamais vraiment décollé. J'avais tout financé, sans poser de questions, convaincue que c'était ce que les familles faisaient. S'entraider. Se soutenir. Quelle idiote. Quel enfant naïf piégé dans un corps d'adulte. Je me suis toujours sentie comme celle qui devait faire ses preuves. Coralie était l'artiste, la créative, l'esprit libre, celle qui recevait les éloges pour une simple esquisse. Moi, j'étais la travailleuse, la sérieuse, l'intello, celle qui devait ramener des notes parfaites pour obtenir un simple hochement de tête approbateur. J'avais cru qu'en réussissant, en leur offrant cette sécurité financière, je pourrais enfin acheter leur amour inconditionnel, leur respect. Ce soir-là, j'ai compris que je n'avais acheté que leur présence. Une présence conditionnelle. Une performance. Le silence qui a suivi n'était pas vide.
Il était rempli de toutes les années de faux-semblants, de tous les « je t'aime » qui n'étaient que des mensonges. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Avant que je vous raconte la suite de cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Savoir que nous sommes connectés, malgré les distances, me donne de la force. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de la cuisine, insolent de normalité. Comme si le monde n'avait pas implosé la veille. Après une nuit blanche à fixer le plafond, à repasser leurs mots dans ma tête jusqu'à la nausée, j'ai pris une décision. Je n'allais rien dire. Pas encore. La colère bouillonnait en moi, une lave en fusion, mais la laisser éclater maintenant aurait été une erreur. Il se serait victimisé, aurait nié, m'aurait accusé d'être folle. Non. J'allais devenir une observatrice silencieuse dans ma propre maison. J'allais porter un masque, tout comme eux. J'allais devenir une anthropologue étudiant une tribu de prédateurs. J'ai préparé le petit déjeuner. L'odeur du café frais et des croissants chauds que j'étais allé chercher à la boulangerie emplissait l'air. C'était ma routine, mon petit plaisir pour commencer la journée en famille. Aujourd'hui, cette routine était une arme. Une normalité factice pour les endormir. J'ai disposé les assiettes, les tasses, le beurre et la confiture avec une précision chirurgicale. Mes mains ne tremblaient pas dehors, j'étais la fille parfaite. Dedans, c'était un chaos de colère et de chagrin. Mon père, Hervé, est entré le premier, traînant les pieds dans ses pantoufles. Il a grogné un « bonjour » sans me regarder, les yeux rivés sur le journal Le Progrès qu'il a attrapé sur le comptoir. Il s'est servi un café et s'est immédiatement plongé dans la section des sports, érigeant une barrière de papier entre nous. J'ai observé chacun de ses gestes. La façon dont il tenait sa tasse, le tapotement nerveux de ses doigts sur la table. Il fuyait mon regard. Chaque fois que je tournais la tête dans sa direction, il faisait semblant de lire avec une concentration intense une publicité pour des tondeuses à gazon. Il savait. Ou du moins, il craignait que je sache. Sa culpabilité était palpable, une odeur aigre dans l'air matinal. Ma mère, Brigitte, a suivi, apportant avec elle une vague de fausse gaieté. « Bonjour ma chérie. »« Bien dormi ?» a-t-elle lancé d'une voix trop chantante. Elle portait un peignoir de soie que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle s'est affairée autour de la table, redressant une serviette déjà droite, commentant la météo, le nouveau voisin, n'importe quoi pour remplir le silence. Son sourire était large, mais il n'atteignait pas ses yeux. Il était figé, comme un masque de cire. Ses yeux, eux, étaient des scanners inquiets, scrutateurs. Il me jaugeait, cherchant une fissure dans mon armure, une trace de la blessure de la veille. Puis Coralie est arrivée, avachie, les yeux collés à l'écran de son téléphone. Elle a à peine levé la tête pour marmonner quelque chose d'inintelligible. Elle s'est laissée tomber sur une chaise, ignorant les croissants que j'avais disposés. Ses pouces volaient sur l'écran, probablement en train de répondre à ses « clients » ou de poster une autre citation inspirante sur le lâcher-prise sur Instagram. L'ironie était à vomir. Elle incarnait le mépris, une indifférence si profonde qu'elle en était presque une performance. Elle a pris une gorgée de jus d'orange directement à la bouteille avant de la reposer sur la table, un acte de défiance puérile. J'ai continué à jouer mon rôle. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai fait semblant de m'intéresser au potin de ma mère sur la voisine. Mais à l'intérieur, je prenais des notes mentales. Discrètement, tout en débarrassant la table, j'ai sorti mon téléphone et ouvert une nouvelle note. J'ai tapé « Papa, évite le contact visuel ». Culpabilité évidente. Nerveux. Maman, gaieté forcée. Verbiage incessant pour masquer l'anxiété. Sur ses gardes. Sœur, mépris total. Indifférence agressive. Provocatrice. Je me suis souvenu de mon enfance. J'avais 8 ans et j'avais passé un mois à construire une maquette complexe du système solaire pour un projet scolaire. J'avais eu la meilleure note de la classe. Mon père avait jeté un coup d'œil distrait et avait dit « c'est bien ». La semaine suivante, Coralie, qui avait 12 ans, avait dessiné un cheval disproportionné sur une feuille de papier.
Mes parents l'avaient encadré et accroché dans le salon, s'extasiant sur son talent artistique unique. J'avais passé ma vie à courir après une approbation qu'ils lui donnaient gratuitement. J'étais le plan de secours, l'investissement sûr, pendant qu'elle était le rêve, l'étoile, même si elle ne brillait que par l'argent que je gagnais. Ils jouaient leur rôle à la perfection, sans savoir que le public avait changé. Je n'étais plus une spectatrice crédule, j'étais devenue la juge de leur pièce de théâtre. Les jours qui ont suivi ont été une leçon douloureuse sur l'art de voir ce qui a toujours été sous mes yeux. Les œillères étaient tombées, et chaque détail, chaque conversation anodine prenait une signification nouvelle et sinistre. Mon foyer était devenu un laboratoire où j'étudiais le comportement de mes propres parents et de ma sœur. Mercredi, au dîner, mon père a abordé le sujet de mes finances avec une fausse décontraction. Alors, Amandine, ce portefeuille d'actions dont tu m'avais parlé, ça donne quoi? Tu devrais peut-être diversifier un peu plus, non? J'ai lu un article intéressant sur les placements immobiliers locatifs. A-t-il demandé en se servant une deuxième fois de gratin dauphinois. Son ton était celui d'un père simplement curieux et avisé, mais ses yeux brillaient d'une lueur calculatrice. Ce n'était pas de l'intérêt, c'était une évaluation. Il voulait connaître l'étendue de sa source de revenus. Je suis restée vague, répondant que tout se passait bien, que mes conseillers financiers s'en occupaient, avant de changer rapidement de sujet pour parler d'un nouveau film que je voulais voir. Il n'a pas insisté, mais j'ai senti son regard sur moi, insistant, comme s'il essayait de deviner les chiffres exacts sur mes relevés de compte. Ma mère, quant à elle, excellait dans l'art de la dépense. Vendredi après-midi, elle est rentrée d'une virée shopping sur la presqu'île, les bras chargés de sacs de marque de luxe. Un nouveau sac à main, une écharpe en soie, des chaussures dont le prix aurait pu payer mon loyer lorsque j'étais étudiante. Juste quelques petites choses, ma chérie, il faut bien se faire plaisir. Regarde cette couleur, elle n'est pas magnifique, a-t-elle roucoulé en déballant ses trésors sur l'îlot de la cuisine. Je la regardais faire, le cœur lourd. Ce n'était pas son argent. C'était l'argent de mon grand-père. L'argent que j'avais décidé de partager en pensant faire le bien. Pour elle, cet argent n'était pas un cadeau, c'était un dû. Tu travailles si dur, Amandine. Nous méritons d'en profiter un peu aussi, a-t-elle ajouté en me voyant silencieuse. Nous. Ce simple mot a confirmé tout ce que je craignais. Dans son esprit, mon succès et mon héritage étaient une ressource collective dont elle était la principale bénéficiaire. Mais le comportement le plus insupportable venait de Coralie. Sa paresse était devenue un spectacle permanent. Elle passait ses journées sur le canapé, défilant sur les réseaux sociaux, se plaignant de la lenteur de sa connexion Internet ou de la mauvaise qualité de l'appareil photo de son téléphone. Elle n'avait pas cherché de travail depuis des mois, se cachant derrière son projet fantôme de marque de bien-être. Un soir, je l'ai trouvée dans la cuisine en train de préparer un smoothie détox, avec des ingrédients exotiques et coûteux que j'avais payés. Je lui ai demandé où en était son projet. Elle a levé les yeux au ciel. Ça avance. Mais pour vraiment décoller, il me faudrait un investissement initial. Disons, 5 000 €, pour commencer. C'est rien pour toi, juste une petite partie de ton bonus, non? Elle a dit cela sans la moindre hésitation, comme si elle demandait du sel. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'elle m'avait demandé une telle somme. C'était il y a 6 mois, pour un séminaire de développement personnel à Bali. J'avais refusé, suggérant qu'elle devrait peut-être commencer par trouver un emploi stable. La réaction avait été glaciale. Mes parents m'avaient fait la tête pendant une semaine, m'accusant d'être égoïste et de ne pas soutenir les rêves de sa sœur. J'avais fini par céder, non pas pour Coralie, mais pour acheter la paix. Maintenant, je comprenais que chaque fois que je cédais, je ne faisais que financer leur mépris et renforcer leur conviction que j'étais une source inépuisable. Chaque souvenir heureux était désormais entaché par le poison du doute. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de concret pour faire face à la laideur que je commençais à peine à entrevoir. Maintenant, c'est à vous. Imaginez être à ma place, réalisant que votre générosité est perçue comme une faiblesse, que votre amour est utilisé contre vous. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à observer en silence, ou auriez-vous déclenché la confrontation immédiatement? Dites-le moi dans les commentaires,
votre opinion compte énormément pour moi. Le week-end est arrivé, apportant avec lui un sentiment d'étouffement. La maison, autrefois mon havre de paix, était devenue une prison dorée. Chaque recoin me rappelait leur présence, leur duplicité. Le fauteuil où mon père lisait le journal, la cuisine où ma mère préparait des plats avec mes ingrédients, le canapé où ma sœur passait ses journées à ne rien faire. Je ne pouvais plus respirer. Samedi matin, après un autre petit déjeuner sous haute tension, j'ai prétexté un rendez-vous professionnel et je me suis enfuie. J'ai roulé sans but pendant un moment, les rues de Lyon défilant à travers mon pare-brise comme un film flou. Puis, machinalement, j'ai composé le numéro de Manon. Ma meilleure amie. La seule personne à qui je pouvais tout dire sans être jugée. Allô? Amandine? Ça ne va pas, ta voix est bizarre. Rien qu'en entendant sa voix calme et rationnelle, un barrage a cédé en moi. Les mots sont sortis, un torrent confus de colère et de chagrin. L'appel, le rire, le petit déjeuner, les dépenses, les questions. Stop. Ne bouge pas, rejoins-moi au café de la Soie, à la Croix-Rousse, dans 20 minutes, a-t-elle dit fermement. 20 minutes plus tard, j'étais assise en face d'elle, un café fumant devant moi. Le café était bondé, rempli du bourdonnement joyeux des conversations du week-end, un contraste cruel avec le silence glacial de ma maison. Manon, avec son regard direct et son air pragmatique d'architecte, m'a écouté sans m'interrompre. J'ai tout déballé, chaque détail, chaque suspicion. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant, remuant sa cuillère dans son expresso. Puis elle a posé sa tasse et a planté ses yeux dans les miens. Ce sont des parasites, Amandine. Le mot était dur, brutal, mais c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Il n'y avait aucune pitié, aucune excuse dans sa voix. Tu n'es pas folle. Tu n'exagères pas. Il t'exploite. La question n'est plus de savoir si c'est vrai, mais de savoir ce que tu vas faire maintenant. Je ne sais pas, Manon. C'est ma famille. Non, m'a-t-elle coupé. Une famille ne fait pas ça. Une famille te soutient, elle ne te vide pas de ta substance. Tu as besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Pas seulement des impressions ou des conversations surprises. Des chiffres. Des relevés bancaires. Des transactions. Tu es une gestionnaire de projet, bon sang. Gère ça comme un projet. Le projet le plus important de ta vie, ta libération. Ces mots ont agi comme un électrochoc. Elle avait raison. J'avais laissé mes émotions obscurcir mon jugement. Il était temps d'arrêter de ressentir et de commencer à réfléchir. D'arrêter de subir et de commencer à agir. Je suis sortie de ce café avec une nouvelle détermination. La tristesse était toujours là, mais elle était maintenant recouverte d'une couche de résolution froide. Manon m'avait donné la permission de me défendre, une permission que je n'osais pas me donner à moi-même. Vos mots me donnent la force de continuer. Car ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de deviner et de commencer à chercher. Ce soir-là, j'ai attendu. J'ai attendu que la maison soit silencieuse, que les lumières s'éteignent les unes après les autres. J'ai entendu mon père monter se coucher, puis ma mère. Coralie est restée en bas, la lueur de son téléphone éclairant le salon jusqu'à près d'1 heure du matin. Finalement, j'ai entendu ses pas légers dans l'escalier. Le silence. Je me suis glissée hors de mon lit et je suis descendue dans mon bureau. J'ai fermé la porte doucement, le clic du loquet résonnant comme un coup de feu dans le silence. Je me suis assise devant mon ordinateur, le cœur battant à tout rompre. C'était le moment de vérité. J'ai ouvert le portail de ma banque en ligne. D'habitude, je ne regardais que le solde de mon compte courant. Ce soir, j'allais plonger dans les détails, dans les archives, là où les secrets se cachent. J'ai commencé par le compte d'épargne où reposait la majorité de l'héritage de mon grand-père. Le solde était plus bas que prévu. Beaucoup plus bas. J'ai ouvert l'historique des transactions, en remontant sur les 12 derniers mois. Et là, je l'ai vu. Ligne après ligne. Virement. 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 Des transferts mensuels, réguliers, de mon compte d'épargne vers un autre compte. Un compte que je ne reconnaissais pas immédiatement.
Le bénéficiaire était une entreprise, Éveil de Coralie. STHCTNHCA Coralie. Ma sœur. Les montants variaient, 2000 euros, 3500 euros, parfois même 5000 euros. Le libellé était toujours vague, frais de consultation, avance sur projet, investissement marketing. Des mensonges. Des mensonges numériques, froids et implacables. J'ai sorti une calculatrice. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû taper les chiffres plusieurs fois. Le total s'est affiché à l'écran, brillant dans l'obscurité. 43 500 euros. En un an. 43 500 euros. Volé. Un haut le cœur m'a secoué. J'ai dû poser ma tête entre mes mains pour ne pas crier. Comment? Comment avait-il pu faire ça? Puis je me suis souvenu. Il y a 2 ans, lorsque nous avions emménagé ensemble, j'avais ouvert un compte joint avec mes parents. Un compte destiné aux dépenses communes, les courses, l'électricité, le jardinier. Je l'alimentais chaque mois. Mais pour leur faciliter la vie, dans un moment de stupidité et de confiance aveugle, je leur avais aussi donné les codes d'accès à mon compte d'épargne principal, juste en cas d'urgence. Ils avaient créé un ordre de virement permanent vers le compte de Coralie. Derrière mon dos. Chaque mois, ils puisaient dans mon avenir pour financer ces délires. La colère a submergé le chagrin. Ce n'était plus une simple exploitation. C'était un vol planifié, systématique, exécuté avec une froide précision. Ils ne se contentaient pas de vivre à mes dépens. Ils me pillaient activement. Ils siphonnaient l'héritage de l'homme qui les avait aimés, mon grand-père, pour le donner à leur fille préférée et ratée. 40 000 euros. Le chiffre dansait devant mes yeux, se moquant de ma stupidité. Ce n'était pas de l'argent qu'ils m'avaient pris. C'était ma confiance, mon amour, mon avenir. Et j'allais découvrir que le vol ne s'arrêtait pas là. Le lundi matin, je suis arrivée au bureau avec des cernes jusqu'aux genoux et une boule de glace dans l'estomac. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, de me perdre dans les tableaux Excel et les plannings de logistique, mais les chiffres sur mon relevé bancaire se superposaient à ceux de mes projets. Vers 10 heures, j'ai reçu un email de mon chef, Jean-Luc, avec pour objet « Urge à discuter ». Mon cœur a fait un bond. Jean-Luc n'était pas du genre à utiliser des majuscules pour rien. Je me suis rendue à son bureau, la gorge sèche. Il m'a fait signe d'entrer et de fermer la porte. Son visage était grave. « Amandine, assieds-toi. J'ai reçu un appel ce matin. Un appel très inhabituel. De la part de Monsieur Durand. Monsieur Durand. Le directeur des achats de notre plus gros client. Un contrat à plusieurs millions d'euros que j'avais personnellement négocié et que je gérais depuis 2 ans. Il se plaint d'être harcelé, a continué Jean-Luc en fronçant les sourcils. Harcelé par email. Il a fait pivoter son écran d'ordinateur vers moi. J'ai vu une série d'emails. L'expéditeur était Coralie Dubois, partenaire en développement personnel. L'objet, libérez votre potentiel énergétique avec nos cristaux de guérison. J'ai cliqué sur l'un des emails. C'était un charabia pseudo-spirituel, vantant les mérites de pierres polies vendues à des prix exorbitants, avec des promesses de réalignement des chakras et de succès financier. C'était déjà assez embarrassant. Mais le pire était dans la signature. Sous le nom de Coralie, il y avait son titre autoproclamé. Et juste en dessous, une phrase, en partenariat avec les leaders de la logistique. Et pour couronner le tout, en pièces jointes, se trouvait une version modifiée de ma propre carte de visite professionnelle. Elle avait gardé le logo de mon entreprise, mon nom et mon titre, mais avait remplacé mes coordonnées par les siennes. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma sœur n'utilisait pas seulement mon argent. Elle utilisait mon nom, ma réputation, la crédibilité de mon entreprise pour donner un semblant de légitimité à ces arnaques. Elle mettait en péril ma carrière, la seule chose que j'avais construite par moi-même, pour vendre quelques cailloux. Amandine, je dois te poser la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, a demandé Jean-Luc, sa voix un mélange de confusion et de sévérité. J'ai dû prendre une profonde inspiration pour ne pas m'effondrer. Jean-Luc, je suis sincèrement désolé. Cette personne est ma sœur. Je n'étais absolument pas au courant.
C'est une initiative personnelle qui n'a rien à voir avec moi ou avec l'entreprise. J'ai passé les 10 minutes suivantes à m'excuser platement, à assurer à mon chef que j'allais gérer la situation immédiatement, que cela ne se reproduirait plus jamais. Il a été compréhensif, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. La confiance, si longue à construire, venait d'être fissurée. Je suis retournée à mon bureau, tremblante de rage. C'était la ligne rouge. La ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Il pouvait prendre mon argent, il pouvait se moquer de moi dans mon dos, mais s'attaquer à mon travail, à mon indépendance, c'était une déclaration de guerre. Ma sœur n'était pas juste une voleuse, c'était un parasite qui était en train de détruire son hôte. À cet instant, la tristesse a disparu, remplacée par une fureur froide et déterminée. La fureur est un carburant puissant. En quittant le bureau de Jean-Luc, je ne suis pas retournée à ma place. J'ai pris mon sac, j'ai dit à une collègue que j'avais une urgence personnelle, et je suis sortie. Je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis allée à la banque. Pas ma banque habituelle. Une autre agence, une autre enseigne, dans un quartier où je ne mettais jamais les pieds. Je suis entrée, j'ai pris un ticket et j'ai attendu mon tour, le calme mortel de la résolution s'étant installé en moi. 1 heure plus tard, je suis ressortie avec les documents pour un nouveau compte courant et un nouveau compte d'épargne. Des comptes à mon seul nom, sans procuration, sans accès partagé. Des comptes qui seraient ma forteresse. Je me suis assise dans un petit parc, j'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connectée à mon ancienne banque. L'opération a été rapide, précise, chirurgicale. J'ai initié un virement de la totalité du solde de mon compte d'épargne vers le nouveau. Puis, j'ai viré la quasi-totalité de mon compte courant, ne laissant qu'assez pour couvrir les derniers prélèvements automatiques. En quelques clics, l'héritage de mon grand-père et les économies de toute une vie étaient en sécurité, hors de leur portée. Ensuite, je me suis connecté à l'espace client de ma carte de crédit. J'ai vu les cartes supplémentaires, celles au nom de ma mère et de mon père. Je les avais prises pour eux en cas de besoin. J'ai cliqué sur « Annuler ». Une fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler définitivement ces cartes? J'ai cliqué sur « Oui » sans la moindre hésitation. Enfin, j'ai changé le mot de passe de mon compte bancaire principal. Un mot de passe long, complexe, une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles qu'il ne pourrait jamais deviner. J'ai déconnecté tous les appareils enregistrés. L'accès était coupé. Assise sur ce banc, au milieu des bruits de la ville, je me sentais étrangement calme. J'avais agi. J'avais repris le contrôle. Chaque action était une brique de plus à la forteresse que je construisais autour de moi. Je n'étais plus une victime passive. J'étais une stratège. J'avais analysé la menace et j'avais mis en place des contre-mesures. C'était ce que je faisais de mieux dans mon travail, et il était temps de l'appliquer à ma vie personnelle. Je savais qu'il ne tarderait pas à s'en rendre compte. Peut-être dès le lendemain, quand ma mère essaierait d'acheter quelque chose. Ou quand mon père consulterait le compte joint pour voir si mon virement mensuel était arrivé. Le silence radio ne durerait pas. Et j'étais prête. Le flux d'argent a été coupé. Net. Précis. Je savais que le silence radio ne durerait pas longtemps. La bête, privée de sa nourriture, allait bientôt se réveiller et hurler. Le hurlement n'a pas tardé. Il est arrivé le mardi soir. Ironiquement, une semaine jour pour jour après l'appel fatidique. Ma mère avait essayé d'utiliser sa carte au supermarché. Carte refusée. Elle était rentrée, furieuse, persuadée d'une erreur de la banque. Ce soir-là, au dîner, l'ambiance était électrique. Personne ne parlait. Mon père découpait son rôti avec une violence contenue. Ma mère n'arrêtait pas de soupirer bruyamment. Coralie, pour une fois, n'était pas sur son téléphone. Elle me lançait des regards noirs par-dessus son assiette. Ils attendaient que je dise quelque chose. J'ai attendu aussi. C'est mon père qui a craqué le premier. Il a posé son couteau et sa fourchette avec un bruit sec. Amandine. Ta mère a eu un problème avec sa carte aujourd'hui. J'ai levé les yeux de mon assiette, lentement. J'ai pris une gorgée d'eau. Ah bon, ai-je répondu d'une voix neutre. Ne joue pas à l'idiote, a sifflé Coralie.
Qu'est-ce que tu as fait? Je me suis tournée vers elle. Moi? Je n'ai rien fait. J'ai simplement sécurisé mes finances. J'ai annulé des cartes qui étaient utilisées de manière frauduleuse. Le mot « frauduleuse » a fait son effet. Ma mère a eu un hoquet. Comment oses-tu? S'est-elle exclamée, la voix tremblante d'indignation. Après tout ce que nous avons fait pour toi. C'en était trop. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Ce que vous avez fait pour moi? Ou ce que j'ai fait pour vous? Parlons-en. Parlons des 43 500 € qui ont disparu de mon compte d'épargne pour atterrir sur celui de l'entreprise fantôme de Coralie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai posé sur la table une impression des relevés bancaires. Les lignes surlignées en jaune brillaient sous la lumière du lustre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père est devenu blême. Ma mère a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Et parlons aussi de ça, ai-je continué, en faisant glisser une autre feuille sur la table. C'était une capture d'écran de l'email que Coralie avait envoyé au plus gros client de mon entreprise. Tu as failli me faire perdre mon travail, Coralie. Mon travail. Celui qui paie pour cette maison, cette nourriture, tes smoothies détox et tes rêves ridicules. C'est là que le masque est tombé. La fureur a remplacé la surprise sur le visage de ma sœur. Tu as toujours tout eu, a-t-elle crié, se levant d'un bond. Cet héritage, ce travail ennuyeux que tu aimes tant. Tu nous le dois. C'est une compensation pour toute la chance que tu as eue. Vous le devoir, ai-je répété, la voix glaciale. Je ne vous dois rien. Ma mère a commencé à pleurer. Des larmes de crocodile, des larmes de manipulation. Comment peux-tu nous faire honte comme ça? Que vont dire les gens? Nous t'avons élevé, nous t'avons aimé. Vous n'avez pas aimé, moi, l'ai-je coupé. Vous avez aimé mon utilité. Vous avez aimé ma capacité à financer le style de vie que vous ne pouviez pas vous offrir et la carrière inexistante de votre fille préférée. Mon père a enfin parlé, sa voix à murmure vaincu. Nous essayons juste d'aider ta sœur, tu as tellement. J'ai secoué la tête, un dégoût profond m'envahissant. Il ne comprenait pas. Ou il refusait de comprendre. Je me suis levée à mon tour, ma chaise raclant le sol. J'ai regardé chacun d'entre eux, un par un. Le lâche, la manipulatrice, et la parasite. Sortez de ma maison. Les 3 mots sont sortis, calmes mais définitifs. Vous avez jusqu'à demain matin pour faire vos valises et partir. Je m'attendais à des larmes, des supplications. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose de bien pire dans leurs yeux, une détermination glaciale. Ils n'allaient pas partir si facilement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, ils étaient toujours là. Leurs valises n'étaient pas faites. Ils prenaient leur petit déjeuner comme si de rien n'était, un acte de défi silencieux et arrogant. Quand je suis entrée dans la cuisine, ma mère m'a adressé un sourire mielleux. J'ai réfléchi, Amandine. Nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas. C'est une dispute de famille. Ça arrive. Nous allons oublier tout ça et repartir sur de bonnes bases. J'ai failli éclater de rire devant tant d'audace. Il n'y a rien à oublier, maman. Et il n'y a pas de nouvelles bases à construire ici. Je veux que vous partiez. Aujourd'hui. Le visage de mon père s'est durci. Nous ne partirons pas. Nous vivons ici depuis 3 ans. Légalement, nous avons des droits. C'est aussi notre maison. Votre maison, ai-je sifflé. Regarde l'acte de propriété, papa. Mon nom est le seul qui y figure. Vous êtes mes invités. Et je vous demande de partir. Coralie a ricané. Bonne chance pour nous expulser. Ça prend des mois, voire des années, en France. On n'est pas aux États-Unis ici. D'ici là, on sera bien installé. J'ai compris à cet instant que la discussion était terminée. Ils ne partiraient pas de leur plein gré. Ils comptaient sur ma lassitude, sur ma culpabilité, sur la complexité du système juridique français pour rester.
Ils avaient transformé ma générosité en une arme contre moi. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon sac, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Mais je ne suis pas allé au travail. J'ai cherché sur mon téléphone « Meilleur avocat en droit immobilier Lyon » et j'ai appelé le premier nom qui m'a semblé sérieux, Maître Dubois. J'ai obtenu un rendez-vous pour l'après-midi même. Le bureau de Maître Dubois était sobre, impressionnant. C'était un homme d'une soixantaine d'années, avec un regard perçant qui semblait lire à travers moi. Je lui ai raconté toute l'histoire, sans omettre les détails financiers et l'incident au travail. Il m'a écouté attentivement, prenant des notes. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo. Mademoiselle, votre situation est malheureusement classique. On appelle ça un abus de confiance aggravé par le lien familial. Votre sœur a raison sur un point, une procédure d'expulsion peut être longue. Cependant, ils ne sont pas locataires, ils sont occupants sans droit ni titre depuis que vous leur avez demandé de partir. Nous allons procéder par étapes. Il m'a expliqué la procédure. D'abord, une lettre de mise en demeure envoyée par huissier, leur ordonnant de quitter les lieux sous 8 jours. Ensuite, s'ils refusaient, une assignation au tribunal pour obtenir une décision d'expulsion. Soyez prête, mademoiselle. Ce sera désagréable. Ils vont probablement essayer de vous faire passer pour la méchante, de jouer les victimes. Ne cédez pas, couper toute communication. Laissez-moi gérer. Je suis sortie de son bureau en me sentant à la fois terrifiée et soulagée. Terrifiée par la bataille qui s'annonçait. Soulagée d'avoir un allié, un professionnel qui allait se battre pour moi. La guerre n'était plus seulement émotionnelle. Elle était devenue juridique. Ma maison, mon sanctuaire, était devenue un champ de bataille. J'étais une prisonnière dans mes propres murs, attendant que la loi me libère. Les semaines qui ont suivi l'envoi de la mise en demeure par l'huissier ont été un véritable enfer psychologique. Ils n'ont pas quitté la maison. Ils l'ont occupée. La cohabitation forcée s'est transformée en une guerre froide, une succession de petites batailles silencieuses et perverses. Ils vivaient comme des fantômes hostiles. La communication verbale avait cessé, remplacée par des actes de malveillance passive. La cuisine était constamment sale, la vaisselle s'empilait dans l'évier. La musique ou la télévision était mise à un volume assourdissant tard le soir. Des objets personnels que je laissais dans le salon disparaissaient pour réapparaître dans des endroits incongrus. C'était puéril, mais épuisant. Je me suis réfugiée dans ma chambre, qui est devenue ma forteresse. Je la fermais à clé dès que je sortais. Je prenais mes repas seul, sur mon bureau, en écoutant de la musique avec un casque pour couvrir les bruits de leur vie qui se déroulaient en bas. J'ai perdu du poids, le stress me nouait l'estomac en permanence. Je ne dormais que d'un sommeil léger, sursautant au moindre bruit. Le plus dur était de les croiser dans le couloir. Le regard de défi de Coralie, l'air de martyr de ma mère, le visage fermé et accusateur de mon père. Ils ne disaient rien, mais leurs yeux criaient « C'est de ta faute. Tu détruis cette famille. » Ils essayaient de me briser, de me faire douter, de me pousser à abandonner la procédure par pur épuisement. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé sur la table de la console, dans l'entrée, un cadre photo que j'aimais beaucoup. C'était une photo de nous 4, prise quelques années auparavant, lors de vacances en Bretagne que j'avais entièrement financées. Nous sourions tous à l'objectif. Il l'avait retournée, face contre la table. Le message était clair, ce bonheur, cette famille, tu l'as détruite. J'ai fixé le cadre pendant un long moment. Une vague de désespoir a menacé de me submerger. J'ai eu envie de tout arrêter, de leur dire qu'ils pouvaient rester, qu'ils pouvaient prendre l'argent, juste pour que ce supplice cesse. Et puis, j'ai pensé à la voix de mon père au téléphone. Au rire de ma sœur. À ma carrière mise en danger. Mes doigts ont tremblé en saisissant le cadre. Mais je ne l'ai pas remis à l'endroit. Je l'ai pris, je suis allée à la cuisine, et je l'ai jeté dans la poubelle, sous leurs yeux. Puis, sans un mot, je suis montée dans ma chambre. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai pleuré. J'ai pleuré la petite fille en moi qui avait toujours voulu une famille unie. J'ai pleuré l'adulte naïf qu'ils avaient exploité. J'ai pleuré la fin d'une illusion. Chaque jour était un test de ma détermination.
Ils essayaient de me briser de l'intérieur, mais ils ne savaient pas que chaque larme que je versais arrosait les graines de ma résolution. La procédure a suivi son cours, lentement mais sûrement. Maître Dubois a été impeccable, gérant chaque étape avec une efficacité redoutable. L'assignation au tribunal a été délivrée. Confrontés à une date d'audience et à la perspective de devoir s'expliquer devant un juge, leur arrogance a commencé à s'effriter. Une semaine avant l'audience, ils ont capitulé. Le jour de leur départ, je me suis renfermée dans mon bureau. Je ne voulais pas assister au spectacle. J'ai entendu le bruit des cartons, les portes qui claquent, les voix tendues des déménageurs. Puis, le bruit du camion qui démarre et qui s'éloigne. Et enfin, le silence. Un silence total, profond, presque assourdissant. J'ai attendu 1 heure avant d'oser sortir. La maison était vide. Vraiment vide. Ils avaient tout pris, ne laissant derrière eux que des espaces nus sur les murs et une atmosphère étrange, comme après une longue maladie. Je suis passée de pièce en pièce. Ce n'était plus une prison. C'était juste une maison. Ma maison. J'ai ouvert toutes les fenêtres, laissant l'air frais de l'automne chasser les derniers vestiges de leur présence. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré profondément. J'étais libre. Les 6 mois qui ont suivi ont été une période de reconstruction. J'ai vendu la grande maison. Elle était trop pleine de mauvais souvenirs. Avec l'argent, je me suis acheté un magnifique appartement au dernier étage avec une terrasse donnant sur la basilique de Fourvière, en plein cœur de Lyon. Un endroit plus petit, plus facile à gérer, un endroit qui n'était qu'à moi. J'ai investi dans ma carrière, j'ai renoué avec de vieux amis, j'ai recommencé à vivre pour moi. J'ai appris à dire non. J'ai appris à reconnaître les manipulateurs. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Par une connaissance commune, j'ai eu des nouvelles d'eux. Ils avaient loué un petit appartement dans une banlieue lointaine. Mon père avait dû reprendre un travail à temps partiel dans un magasin Brico-Dépôt pour joindre les deux bouts. Ma mère vendait ses vieux bijoux sur Vinted. Leurs amis, ceux devant qui elle aimait en parader, s'étaient éloignés en apprenant la vérité. Quant à Coralie, son monde s'était effondré. Privée de mon financement, son entreprise a fait faillite. Plusieurs de ses anciens clients l'ont dénoncé comme une arnaque sur les réseaux sociaux. Sa réputation était détruite. Un après-midi, en faisant des courses, je l'ai aperçue de l'autre côté de la rue. Elle avait l'air fatiguée, amère. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'ai vu de la haine dans ses yeux. Mais moi, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni satisfaction. Juste une immense distance. Elle n'était plus qu'une étrangère. J'ai réalisé que le véritable pouvoir n'était pas de les voir échouer, mais de réussir à être heureuse sans eux. J'avais redéfini ma propre signification du mot « famille ». Ce soir, je suis sur ma terrasse. Les lumières de Lyon scintillent à mes pieds. La ville est belle, pleine de promesses. Je pense au chemin parcouru, à la douleur, à la colère, mais aussi à la force que j'ai trouvée en moi. Cette expérience m'a appris la leçon la plus difficile et la plus précieuse de ma vie, la famille n'est pas toujours une question de sang. La vraie famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous élèvent, qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur apporter. Mon ami Manon, c'est ma famille. Maître Dubois, par son soutien indéfectible, a été plus paternel que mon propre père. J'ai appris que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de survie. Protéger sa paix mentale, sa santé financière et sa dignité est un droit fondamental. Personne n'a le droit de vous le prendre, même ceux qui partagent votre nom. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien, même silencieux, a compté pour moi pendant que je vous racontais mon histoire. Si mon expérience peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à ouvrir les yeux ou à trouver le courage d'agir, alors tout cela n'aura pas été vain. Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise sur les relations humaines? Partagez votre sagesse dans les commentaires, vos expériences peuvent en inspirer d'autres. Et n'oubliez jamais de vous choisir en premier. Vous en valez la peine. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre.
Prenez soin de vous.